Bonjour à tous, Cyril, je représente aujourd'hui la gestion de patrimoine chez Groupama Paris-Val de Loire et on est présent avec Anne-Lise et Imelda donc de l'équipe d'ingénierie patrimoniale groupe pour vous parler d'une thématique importante qui concerne beaucoup d'entre vous, qui est la transmission. Donc vous le verrez, sur ce sujet de la transmission, il y a beaucoup de questions qui se posent. On a sélectionné quelques-unes aujourd'hui et pour autant, il y a également des solutions qui permettent d'optimiser sa transmission et notamment de limiter les frais de succession. Donc là encore, on sera là pour vous donner quelques exemples, que ce soit à titre privé ou professionnel. Mais on va démarrer par une première question que je vais poser à Imelda. Est-ce qu'on doit accepter la succession pour être hérité ou pas? Bonjour à tous. Cyril, non, parce qu'un héritier peut effectivement passer son tour. Donc, c'est ce qu'on voit dans l'illustration à l'écran. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au décès, le patrimoine est immédiatement transmis aux héritiers, mais ils ne sont pas contraints d'accepter la succession parce que la loi leur offre la possibilité d'avoir trois options successorales. Donc, ils peuvent accepter la succession à titre pur et simple, donc ils reçoivent tout, l'actif, le passif, également les dettes. Ils peuvent accepter uniquement la concurrence de l'actif net. Donc, dans ces cas-là, ils ne reçoivent que l'actif sans les dettes, donc qui ont déjà été épurées. Ils peuvent D'accord. également y renoncer. Alors, on peut se poser la question de savoir quel est l'intérêt finalement pour un héritier de renoncer à une succession. Eh ben, il y a deux intérêts principaux. Le premier, bon, on le voit parce qu'il est évident, c'est effectivement d'éviter les dettes. Quand on a une succession où les Ça, dettes c'est sont sûr. importantes, eh ben, on évite les dettes en renonçant à la succession. Mais l'intérêt majeur de la renonciation, c'est effectivement de permettre à ses enfants d'hériter à leur place. Alors pourquoi c'est un intérêt? Parce que quand on renonce, la loi prévoit que les héritiers du renonçant peuvent effectivement venir en représentation dans sa succession. Et là, on a deux avantages particuliers de cette transmission finalement transgénérationnelle. C'est que dans un premier temps, les enfants peuvent bénéficier de l'abattement de 100 000 euros qui appartenait à leur père, donc qui se partagent entre eux. Et l'autre avantage qui est important aussi, c'est le barème, parce que le barème des droits de succession qui s'applique, c'est celui entre parents et enfants, et non entre parents et grands-parents. Et on verra tout à l'heure effectivement qu'il y a une différence importante dans ces barèmes-là. Donc il y a aussi la question de l'indivisibilité de l'option successorale sur laquelle il faut insister, dire qu'un héritier ne peut pas accepter pour une partie et renoncer pour l'autre. Il doit faire une option qui est globale. Et enfin, on distingue aussi, il faut distinguer le cas de l'assurance vie, mais là, on en parlera tout à l'heure. Oui. L'assurance vie est hors succession, donc on peut effectivement avoir des options différentes sur l'assurance vie. Notamment via les clauses bénéficiaires, mais effectivement, on va y revenir dans quelques instants. Alors, ce qu'il faut donc vraiment retenir dans ce que Imelda vient de nous présenter, c'est que la première chose, c'est qu'en France, on a le principe de la continuité du défunt. Et c'est pour ça qu'il y a trois options successorales qui sont proposées. Et la deuxième chose, c'est effectivement l'intergénération. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui dans les dossiers, c'est que finalement, les gens héritent, ils ont 60 ans. Alors, ce qui est logique, puisqu'en fait, on a toutes les 30 glorieuses qui, malheureusement, décèdent en ce moment. Et donc, on se retrouve face à des gens qui ont déjà constitué leur patrimoine et qui s'interrogent déjà sur la transmission à leurs propres enfants. Alors, plutôt qu'effectivement de comment faire hériter les parents pour que les parents retransmettent et qu'à chaque fois, en fait, finalement, on repasse par la case droit de On vient succession, grossir le et problème. ben l'idée, effectivement, c'est plutôt de travailler sur la transgénération et finalement aller chercher effectivement les abattements aussi, comment des petits enfants, et aller travailler en fait sur cet aspect-là. Alors, ce qu'il faut aussi vraiment avoir en tête, c'est qu'effectivement, concrètement, comment ça se passe le règlement d'une succession. Donc, lorsque la personne décède, finalement, le notaire a finalement 6 mois pour déposer la fameuse déclaration de succession. Donc, vous savez, la fameuse déclaration de succession, c'est ce qui va permettre effectivement de déterminer qui sont héritiers et puis surtout de combien je dois à l'administration fiscale. Alors, pendant 6 mois, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, le notaire, il va aller regarder si la personne, elle est mariée ou pas. Si elle est mariée, on va procéder à la liquidation du régime matrimonial pour finalement reconstituer le patrimoine de l'époux décédé. Et puis, deuxième étape, le notaire va effectivement établir l'acte de notoriété pour déterminer qui hérite. Et puis, il va dresser un bilan de l'actif du passif pour effectivement déterminer le patrimoine net et savoir effectivement combien coûtent les droits de succession. Alors, en général, on s'arrête là.
C'est-à-dire que, et finalement, les enfants vont rester en indivision successorale avec le conjoint. Mais dans certains cas, et ça peut vraiment être un bon conseil à donner, on peut faire également le partage. C'est-à-dire que le partage va permettre d'attribuer les biens à des héritiers. Ce qui est particulier dans le partage également, c'est que les héritiers qui sont dans l'indivision restent dans le partage tant qu'ils n'ont pas demandé à en sortir. Donc on peut se retrouver avec un partage qui intervient plusieurs années après le décès. Exactement. Et c'est vrai que c'est des stratégies qu'on va pouvoir utiliser. En général, on ne va pas trop chercher le partage parce qu'il y a des droits de partage. Mais en termes de plus-value, alors ce ne sera pas l'objet de cette conférence-là, hein, mais en termes de plus-value, il peut y avoir des vrais intérêts à aller chercher le partage. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est que finalement, une fois qu'on a compris les étapes clés de ce règlement de succession, c'est aller voir qui hérite. Puisque c'est quand même ça ce qui va nous intéresser avant de savoir précisément combien ça coûte. Et voilà. Alors, qui hérite? Alors là, effectivement, deux choses. Soit la loi, soit vous avez prévu quelque chose, ou soit vous n'avez rien prévu. Si vous n'avez rien prévu, eh bien, c'est le Code civil qui s'en charge. Et effectivement, c'est lui qui va déterminer quels sont les héritiers. Et lorsqu'effectivement on choisit de prévoir spécifiquement quelque chose, donc on va passer évidemment par un testament, et c'est là souvent qu'on a des questions pour savoir est-ce qu'on peut librement choisir à qui on donne, combien on donne, et ça va dépendre, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'il n'y en a pas. Donc Imelda, tu peux peut-être nous donner quelques éléments par rapport à ça? Oui, alors c'est vrai que la question générale qu'on se pose, on a entendu parler également dans les médias, c'est de savoir est-ce qu'en tant que parent, on peut déshériter un enfant? Si je ne m'entends pas avec un enfant, est-ce que je peux le déshériter complètement? Eh bien, la réponse est non, parce qu'en France, on a quand même deux grands principes en matière de succession qui s'appliquent. Le premier, c'est celui-là, effectivement, qu'on ne peut pas déshériter ses enfants. Et le second, c'est que la loi suppose que le parent souhaite maintenir une égalité entre ses enfants. Donc, c'est le principe d'égalité. Pourquoi on dit qu'on ne peut pas déshériter un enfant? Eh ben, c'est parce que la loi prévoit dans la succession une fraction du patrimoine du défunt qui revient obligatoirement à ses héritiers, qui sont donc les héritiers réservataires. Il faut savoir que cette fraction, elle n'est pas totale, elle ne couvre pas l'intégralité de la succession, puisqu'on a également une partie de la succession du défunt, qu'on appelle la quotité disponible, qu'il est libre pour laquelle il est libre effectivement de choisir un héritier, qui peut être un tiers ou qui peut être un enfant qu'il veut avantager dans la succession. Donc, sur les droits des enfants, tout dépend de savoir du nombre d'enfants qu'on a dans la succession. Donc, vous le voyez à l'écran. Je vais prendre l'exemple d'une succession, on a un seul enfant. Il faut savoir que la réserve héréditaire, elle est de 50%. Donc, les enfants ont 50% de la succession de leurs parents. Et les 50% restants, le parent peut disposer librement. Donc, j'ai 300 000 de patrimoine, j'ai un enfant, je pourrais donner que 150 000 euros. Enfin, je dois donner au minimum 150 000 euros à mon enfant, même si c'est pas mon choix premier. Effectivement, parce que c'est la réserve héréditaire. On peut également revenir sur le cas du conjoint survivant, parce que de manière générale, quand on a une ouverture d'une succession, majoritairement, on a un conjoint survivant. Mais il faut savoir aussi qu'il est héritier dans la succession de son époux décédé. Et ses droits vont varier en fonction de l'existence d'enfants communs au couple ou d'enfants d'un premier lit. Donc, vous voyez là à l'écran, si les enfants sont communs, le conjoint survivant, il a une option parce qu'il peut choisir entre un quart en pleine propriété et 100% en usufruit. En revanche, si les enfants ne sont pas communs, là, il n'a pas de choix parce que la loi prévoit qu'il n'a droit qu'à un quart de la succession en pleine propriété. Alors, ce qu'on peut peut-être, pour compléter un peu le propos d'Imelda, c'est de dire que la notion de réserve héréditaire, c'est une notion qui est très franco-française. C'est les pays de droit latin, parce qu'encore une fois, c'est le code civil, c'est le code napoléonien, où en fait, on transmet dans sa famille. Alors, en droit anglo-saxon, on la connaît pas du tout. Imelda parlait tout à l'heure, effectivement, de la presse qui se fait écho de la réserve héréditaire. On a tous en tête la saga de Johnny Hallyday, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a une notion de réserve héréditaire qui est franco-française, qui va exister dans certains pays de droit romain, mais qu'on va pas retrouver dans les pays anglo-saxons, alors qu'on est dans un monde qui bouge. Les gens bougent, ils se marient à l'étranger, ils vivent à l'étranger, ils achètent des choses à l'étranger. Donc voilà, donc c'est ce qui explique en fait finalement comment ces contestations juridiques, ces différents procès
Et notamment quand on est alors j'ai chanté Johnny Hallyday, c'est pareil pour Alain Delon, c'est pareil pour un certain nombre de gens assez emblématiques. Et puis l'autre élément qui est aussi important de partager, c'est que en fait on est sur un droit. Ce qu'on vous présente, c'est le droit actuel. C'est-à-dire que c'est un droit qui bouge. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si on revient il y a 20 ans, le conjoint n'avait pas de droit. Le conjoint, la loi ne lui donnait pas de droit. Il a fallu attendre la loi TEPA pour effectivement avoir que le conjoint ait un droit par la loi. Donc ça veut dire que ce qu'on vous présente aujourd'hui, peut-être qu'avec l'évolution du droit de la famille, d'ici 3-4 ans, ce sera peut-être différent. Oui. Et d'ailleurs, tu parlais de la protection du conjoint avec la loi TEPA, mais on doit également insister sur le cas des partenaires pacsés, puisque on a tendance à faire l'amalgame entre partenaires pacsés et conjoints, notamment parce qu'il n'y a plus de droit de succession entre partenaires pacsés. Pour autant, on n'a pas les mêmes droits, puisque le partenaire pacsé n'aura pas de droit légal à héritage et disposera simplement d'un droit temporaire d'utilisation du logement du couple. Alors, tu as entièrement raison, Cyril, et en plus, c'est des choses qui reviennent souvent dans les dossiers. C'est-à-dire qu'en fait, on confond souvent le civil et le fiscal. Et parce que le partenaire pacsé ne paye pas de droit de succession, eh bien, on pense qu'il est aussi bien protégé que le conjoint. Non, non, pas du tout. En fait, si vous ne l'avez pas organisé par un legs ou un testament, il ne touchera rien. Et puis, la deuxième chose qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que peut-être qu'on n'a pas envie que son conjoint hérite. Alors ça, on va le rencontrer par exemple dans un cas très concret où vous avez des gens qui ont déjà été mariés, ils ont eu des enfants d'un premier lit, ils se remarient avec des gens qui financièrement sont bien assis aussi, et ils n'ont pas du tout envie que le conjoint hérite. Pourquoi ? Parce que si le conjoint hérite, ça veut dire que c'est du patrimoine qui sera transmis aux enfants du conjoint qui aura hérité. Et bien souvent, dans quelques dossiers, on va alerter nos clients en leur disant « Mais attention, est-ce que c'est bien ce que vous voulez ?» Donc, nous, ce qu'on vous invite vraiment, c'est de regarder, d'ailleurs, on va vous laisser à disposition tous ces tableaux, regardez un peu dans quelle case vous vous trouvez, voir effectivement si la loi, ce que vous propose la loi, ça vous correspond. Est-ce que c'est ce que vous voulez ? Alors, dans 95% des cas, la loi est quand même très bien faite. Mais peut-être que non. Et le cas échéant, effectivement, comment prendre un contact pour comment réaliser un testament, faire un legs pour changer les choses. Et tu as tout à fait raison, c'est vraiment des choses qu'on fait beaucoup au quotidien avec nos sociétaires, de creuser, comme on dit, de poser beaucoup de questions, parce que bien souvent, quand on parle de transmission, on s'arrête au premier niveau, de dire, voilà, quand je décède, qui hérite, mais c'est aussi, comme tu venais de le dire, qui hérite le temps d'après. Et là, selon ses choix, il peut avoir des conséquences très différentes d'un cas à l'autre. Tout à fait. On peut aussi évoquer le cas qui est quand même peut-être assez rare ou moins fréquent en pratique, où on a une succession qui s'ouvre avec un conjoint et on n'a pas d'enfant. Et dans ce cas-là, il y a quand même 2 points qu'on peut rappeler. Le premier, c'est que le conjoint peut effectivement être héritier de l'intégralité de la succession, mais il faut faire attention parce que dans un premier cas, si on a ses parents, ils héritent en partie de la succession. Et s'il y a des biens de famille qui ont été transmis aux défunts par donation, les parents peuvent avoir un droit de retour sur ces biens, ils peuvent le récupérer. C'est aussi un point à avoir en tête quand on n'a pas d'enfants et qu'on a des biens de famille qui tombent dans la succession. Et dans la même lignée, c'est-à-dire que effectivement depuis quelques années, on a un droit du conjoint survivant. Tu l'as rappelé tout à l'heure, droit au logement, mais peut-être qu'aussi on veut aller plus loin. On veut peut-être laisser plus de latitude au conjoint. Donc, il faudra peut-être coupler ça soit d'un aménagement régime matrimonial ou d'une donation entre époux. Là encore, il s'agit de faire un bilan pour savoir effectivement dans la situation actuelle, si je ne fais rien, qu'est-ce qui se passe, qui hérite. Comment ça s'organise? Et puis, est-ce que ça correspond à ce que je veux? Et si ça ne correspond pas à ce que je veux, quels sont les outils qui me permettent de changer les choses? Et de faire les aménagements nécessaires. Et donc, du coup, on est donc là, présence sans conjoint. On a parlé un petit peu sur la slide d'après, donc de l'impact d'une donation au dernier vivant, notamment. Ouais. Et on va s'intéresser donc maintenant à
qui payent tout simplement. Hein, déjà, combien ça coûte? Et combien ça coûte Combien avant. ça coûte J'étais un peu perdu dans les slides. Effectivement, combien ça coûte? Alors, pour déterminer le montant des droits à payer, il y a deux choses. Il faut savoir que sur l'assiette, on applique déjà un abattement fiscal qui est prévu par la loi. L'abattement le plus connu, c'est l'abattement de 100 000 €, donc qui existe dans les successions entre parents et enfants. Et une fois qu'on a appliqué cet abattement, on a une assiette et c'est sur cette assiette qu'on va calculer les droits de donation. Donc ces droits, ils dépendent effectivement du lien qui existe entre le parent et l'enfant. Alors oui, donc effectivement, on a des abattements qui se régénèrent tous les 15 ans hein, par rapport à l'abattement de 100 000 €. Et puis après, on a un barème progressif. Alors, ce qu'il faut quand même avoir en tête, hein, c'est que même en ligne directe, hein, c'est-à-dire que même lorsque ce sont mes enfants qui héritent, je suis très vite dans la tranche à 20% et je peux aller jusqu'à 45%. Donc, autrement dit, j'ai par exemple 3 millions d'euros de patrimoine, j'ai une fille unique, eh bien, elle peut être amenée à payer 40% des droits. Or, il se trouve que ma succession, elle n'est pas forcément liquide. Oui, il y a souvent beaucoup d'immobilier, notamment. Immobilier, alors des parts de société, d'objets d'art. Donc, voilà, quand on commence à avoir un patrimoine important, on n'a pas forcément les liquidités en face. Alors, on y viendra un peu tout à l'heure, hein, parce que dans les stratégies d'optimisation, on va aller chercher effectivement l'assurance vie, puis éventuellement les contrats d'épargne retraite et la prévoyance hein, aussi pour finalement permettre aux enfants de payer les droits, hein, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, hein, la personne elle décède, le notaire il a 6 mois pour déposer la déclaration de succession, il faut payer les droits. Alors maintenant, quand on est en présence de successions qui sont particulièrement pas liquides ou qui ont des biens particuliers, la loi va organiser les choses pour effectivement permettre aux héritiers de les conserver. Donc, on va pouvoir aller chercher des techniques comme des paiements différés, des paiements fractionnés, hein, qui sont des demandes de crédit à l'administration fiscale qui sont extrêmement encadrées. Et puis, il y a quelque chose qui est assez marrant en France, c'est la datation en paiement. Vous savez que la France, c'est quand même le pays de l'art, hein, quand même. Et en fait, on a quand même des très belles collections et des très beaux musées. Et je vous invite, la prochaine fois, quand vous vous baladerez dans un musée, il n'est pas rare de voir datation en paiement sous un tableau. Ouais. Donc, ça veut dire qu'effectivement, les héritiers ont payé leurs droits de succession grâce à ce tableau. Alors attention, hein, là encore, c'est des dispositifs très encadrés, hein, puisque en fait, il va y avoir des comités d'experts qui vont effectivement voir si, par exemple, le musée d'Orsay aura envie d'acheter, aura envie. Voilà. Et l'idée, c'est ça, c'est pour permettre que les collections restent en France et qu'on préserve. Autre élément, et on aura le temps d'en parler à la fin de la conférence aussi, c'est pour tout ce qui est outils professionnels, hein, que ce soit transmission d'entreprise ou exploitation agricole. On peut aussi rappeler effectivement que, bon là je l'ai dit en introduction, c'est vrai que le principe français c'est l'égalité entre les héritiers, mais il faut savoir qu'en matière de paiement, il y a une solidarité entre les héritiers. C'est-à-dire que l'administration fiscale peut aller demander le paiement de l'intégralité des droits de succession à un seul héritier, et c'est à lui ensuite de se retourner contre ses co-héritiers pour se faire rembourser de la part qu'il a payée pour leur compte. Et sachant que le conjoint ne paye pas de droits, hein. Donc, ce sont bien les enfants. Hein. Il faut bien avoir en tête parce que c'est vrai que quelquefois, on pense que c'est le conjoint ou grâce aux liquidités de la succession. Mais attention, c'est bien les enfants qui payent les droits. Alors justement, on va pouvoir regarder maintenant quelles sont les stratégies pour optimiser cette succession et notamment, comme on le disait tout à l'heure, diminuer les frais, puisque on a quand même quelques éléments dans la mallette, comme on dit. Oui. Alors, dans les éléments dans la manette, effectivement, on en a parlé un peu tout à l'heure, on peut aménager le régime matrimonial, on peut effectivement aller chercher des donations, hein, puisque en fait, il y a une volonté vraiment d'organiser, d'anticiper les transmissions et de passer aux jeunes générations pour qu'elles aient les moyens de se loger, pour les moyens de s'installer. Imelda en a parlé au départ aussi, hein, il y a tout ce qui est transmission transgénérationnel, hein, c'est-à-dire que l'idée c'est finalement que les gens de 90, on passe plutôt aux gens de 30 ans qui eux auront des projets qui vont remettre de l'argent dans l'économie plutôt que d'aller encore concentrer le patrimoine sur des gens de 60-70 ans qui ne le dépenseront pas forcément. Et puis ce qu'on a décidé tous les trois, c'est de retenir effectivement 3 stratégies qui nous paraissaient assez intéressantes, hein, que toi Cyril, tes équipes utilisent beaucoup. Tout à fait.
Et puis les illustrés, donc ça va être le contrat d'assurance vie, l'épargne retraite, et puis également tout ce qui est donation, justement, la nue propriété. Voilà, la nue propriété. Donc, effectivement, si on commence déjà par l'assurance vie, ce qu'il faut comprendre, c'est que selon la date d'ouverture de son contrat d'assurance vie, selon la date à laquelle on a versé dessus et l'âge au moment où on a versé, il y a des on va dire conséquences fiscales qui sont relativement différentes. Ça va de je paye rien du tout à ça va dans la succession. Et donc là, c'est tout notre travail au quotidien de nos équipes patrimoniales de faire le point avec vous pour savoir dans quel cas vous êtes et puis comment on peut utiliser l'existant et créer potentiellement de nouvelles choses pour pouvoir optimiser toute cette fiscalité que nous permet l'assurance vie. Et puis, évidemment, il n'y a pas que l'aspect fiscal. L'assurance vie, c'est avant tout un placement dont on peut disposer et qui a un potentiel de rendement intéressant. On ne fait jamais les choses uniquement dans un but fiscal, bien entendu. Et puis, du coup, il y a l'épargne retraite. Là encore, on va avoir des choses différentes selon si le décès a lieu pendant la phase d'épargne, après la liquidation de la retraite, selon si on a au moment du décès plus ou moins de 70 ans. Donc là encore, nos équipes sont parfaitement formées pour faire le point avec vous et regarder encore une fois quelle est la meilleure stratégie en fonction de vos objectifs et de votre situation. Alors, c'est aussi très intéressant sur l'épargne retraite de s'arrêter un instant parce que c'est un actif qui prend de plus en plus d'importance et c'est le sens de l'histoire, sachant qu'elle peut être individuelle ou collective et il peut y avoir des clauses bénéficiaires pas. Donc, c'est extrêmement compliqué finalement de s'y retrouver quand on n'a pas les bonnes clés de compréhension. Et donc, c'est vraiment important voilà, de s'arrêter sur l'épargne retraite. Donc, il y a celle que met à disposition votre entreprise, puisque tout ça, c'est quand même de l'épargne privée. C'est pas parce que c'est mis par l'entreprise. Voilà. Vérifier qu'il y a une clause bénéficiaire, regarder quels sont les bénéficiaires pour effectivement l'intégrer dans la stratégie patrimoniale globale. Complètement. Alors, autre stratégie, effectivement, pour organiser, anticiper sa succession, c'est la donation au démembrement. Donc, un parent peut effectivement faire une donation en pleine propriété de ses biens, mais il peut également choisir de démembrer la propriété d'un bien. Donc, généralement, on se retrouve avec un parent qui conserve l'usufruit de son bien et qui transmet la nue propriété à ses enfants. Alors, quel est l'avantage ou l'intérêt effectivement de ce démembrement ? Eh bien, il y en a principalement deux. Le premier, c'est que l'assiette des droits de donation est réduite puisqu'on a un barème fiscal qui détermine la valeur de l'usufruit, la valeur de la nue propriété en fonction de l'âge du donateur. Ça, c'est un avantage parce que si on prend l'exemple d'un parent qui donne un bien qui vaut 100 000 euros à ses enfants, il a 55 ans, et ben, en fonction du barème fiscal, on voit qu'il va donner, l'assiette des donations sera de 50 000 euros et non pas de 100 000 euros. Donc, c'est un avantage important. Autre avantage aussi, c'est qu'au décès du parent qui détenait l'usufruit, et ben la pleine propriété se reconstitue sur la tête des enfants et gratuitement, donc ils n'ont pas de fiscalité à payer. Et on peut aussi coupler ce démembrement pour optimiser effectivement avec la prise en charge des droits de donation par le parent. C'est encore un avantage qu'il fait à ses enfants. Et il faut relever là que cette prise en charge n'est pas considérée comme une donation supplémentaire. Donc, c'est vraiment une technique qui permet d'anticiper et d'organiser sa succession. Et il faut relever aussi qu'elle ne s'applique pas uniquement pour les biens immobiliers, puisqu'on peut effectivement démembrer aussi des actifs financiers et on peut démembrer aussi la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Alors ça, il faut vraiment l'avoir en tête, puisqu'effectivement, alors le schéma l'illustre très bien, c'est-à-dire que finalement, je donne la nue propriété, mais je continue à profiter. Et ça, je vais pouvoir aller chercher, comme tu le disais, le MILDAS sur de l'assurance vie, sur des titres aussi, sur de l'immobilier. Donc, c'est des techniques extrêmement intéressantes qui permettent finalement de commencer à transmettre sans se démunir d'un point de vue des revenus. Et donc, il faut vraiment aller les chercher, puisque effectivement, il faut aller chercher ces abattements qui se régénèrent tous les 15 ans. Et voilà. Et donc sur l'immobilier, on voulait l'illustrer. Tu voulais l'illustrer aussi. Oui, avec le cas du démembrement temporaire, puisque là on était sur la notion de viager. Donc sur le démembrement temporaire, on va être sur le même principe entre guillemets du découpage de la pleine propriété entre le droit d'user des fruits et le droit d'être propriétaire dans le futur, sauf que lorsqu'on est sur du viager, ça va être au décès du donateur. Lorsqu'on est sur du temporaire, ça va être à une date prévue d'avance, par exemple 15 ans, comme on peut le voir sur cet exemple-là. Et sans aller dans le détail des chiffres, cette
nue propriété temporaire qu'on va acquérir, par exemple dans le cadre d'un achat d'un bien immobilier, on va pouvoir le donner également, par exemple encore, à ses enfants. Et donc, si on retient ces chiffres-là, ça veut dire que concrètement, je vais pouvoir investir 60 000 € pour avoir un bien qui vaut aujourd'hui 100 000 €, qui, en toute logique, pourra valoir plus tard. Et je vais retenir pour ça, en termes de donation, seulement 54 000 €. Donc, au-delà de cet aspect fiscal, encore une fois, il y a un côté patrimonial qui est important parce que déjà, je vais pouvoir acquérir un bien de grande qualité qui peut être dans des endroits relativement intéressants comme Cannes, par exemple. Mais je vais pouvoir aussi, dans le même principe que ce qu'on a pu dire tout à l'heure, faire profiter à mes enfants d'un capital plus tôt et entre guillemets ne pas attendre mon décès pour que mes enfants puissent avoir un capital à disposition, puisque à partir du moment où j'aurai transmis ce bien-là, mes enfants, s'ils ont en cours de route un projet même avant la fin des 15 ans, pourront revendre ce bien et avoir un capital qui leur servira par exemple à acquérir leur résidence principale ou à payer les études de leurs enfants. Alors, pour finir, hein, on voulait aussi vous parler un peu de tout ce qui est entreprise et exploitation agricole. Alors là, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, alors, bien évidemment, il y a toutes les règles qu'on vous a précédemment expliquées qui vont fonctionner, mais en plus, on va rajouter des nouvelles règles, des règles complémentaires. Alors, pourquoi? La raison, elle en est très simple, hein, c'est que vous l'avez vu dans les barèmes qu'on vous a présentés. En fait, les droits de succession peuvent chiffrer. Ça peut finalement coûter très cher. Donc, le décès du chef d'entreprise ou du chef d'exploitation peut avoir pour conséquence de mettre vraiment en péril l'entreprise. Alors, ou l'exploitation agricole. Alors, à deux titres. Hein. Un, parce qu'on ne sait pas effectivement qui aura la capacité de reprendre l'entreprise, et puis aussi parce qu'il faut payer ses droits de succession. C'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics vont finalement mettre à disposition un certain nombre d'outils en vous disant la règle, elle est claire. C'est que si vous organisez votre transmission, si vous identifiez des repreneurs, si vous arrangez pour que finalement votre entreprise, elle vous survive, et ben à ce moment-là, vous ne serez pas taxé sur 100% de la valeur, mais sur 25% de la valeur. Voilà. Donc, alors, pourquoi nos pouvoirs publics font ça, hein? C'est bien évidemment parce que c'est comme nos emplois, c'est le tissu économique, c'est notre souveraineté alimentaire, c'est tout ça qu'on va pouvoir pérenniser grâce à ces dispositifs-là. Parce que effectivement, si par exemple j'ai une entreprise qui vaut 3 millions d'euros, je reprends mon exemple de tout à l'heure, si j'ai un héritier direct qui doit être taxé à 45%, qui doit sortir 45% de 3 millions d'euros, bah, ça va être quand même extrêmement difficile pour lui, compliqué de ne pas vendre et de ne pas brader l'entreprise. Quand on va aller sur l'exploitation agricole, il y a une particularité en plus. C'est qu'effectivement, il y a la valeur de l'exploitation, des bâtiments, du matériel, du stock, le cas échéant, hein. Mais également, il y a la valeur des terres. Et là encore, on a des dispositifs extrêmement favorable. D'ailleurs, c'était la bonne nouvelle de la loi de finances de cette année, c'est qu'en fait, on a un certain nombre de dispositifs très favorables qui vont permettre de réduire la note fiscale de manière drastique, hein, puisqu'en fait, je vais être taxé que sur 25%. Mais la contrepartie, c'est quoi? C'est deux choses. C'est que je laisse à la disposition de l'exploitant non seulement l'outil de travail et les terres, et que effectivement je ne vende pas, pour effectivement lui le permettre de s'installer, qui finalement il investisse et qui développe l'entreprise. Donc le but c'est vraiment d'assurer la pérennité de l'entreprise. Alors du coup on peut peut-être illustrer ça très rapidement par un exemple chiffré pour vraiment se rendre compte de l'impact de cet abattement de 75% qui est très important. Alors, c'est l'illustration de l'impact du pacte Dutreil dans une transmission. On ne va pas détailler effectivement les chiffres, mais on est parti de l'hypothèse qu'on avait une entreprise, donc qui peut être commerciale ou agricole, parce que le pacte Dutreil s'applique dans les deux cas, qui est valorisée à peu près 1,8 million.
Donc, on voit très bien que quand on est dans une situation avec l'application d'un pacte Dutreil, donc on a un abattement de 75% qui s'applique. Et ensuite, sur les droits, on peut aller chercher une réduction des droits de 50% si on est dans une transmission en pleine propriété d'une entreprise et que le donateur a moins de 70 ans. Donc, en appliquant ces deux abattements, d'abord sur l'assiette et ensuite sur les droits, on arrive à un montant d'à peu près 34 000 euros de droits à payer. En revanche, quand on reste dans une situation classique, donc rien n'a été anticipé, on n'est pas parti sur le pacte Dutreil, et bien on se rend compte qu'on a quand même 532 000 euros de droits à payer. Donc dans les deux situations, on a un écart d'à peu près 500 000 euros sur le montant des droits à payer. Ce qui est loin d'être significatif. D'où l'intérêt d'anticiper effectivement les choses. Quand on est dans une démarche de transmission, effectivement, l'anticipation, ça reste un peu aussi le mot-clé. Puisque quand on anticipe, effectivement, on peut faire les bons choix et puis répartir correctement son patrimoine entre ses héritiers. Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est que effectivement ces dispositifs-là, ils s'appliquent si effectivement vous avez un repreneur. Donc là, c'est vraiment la volonté d'assurer la pérennité de l'entreprise. Et puis, pour être tout à fait complet, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est que l'entreprise va bénéficier de paiements fractionnés différés avec des taux extrêmement sympathiques. Donc, on va pouvoir les chercher dans le cadre d'une optimisation. Parfait. Et ben, on arrive du coup déjà à la conclusion de ce webinaire. Donc, on espère qu'il a pu répondre à un certain nombre de vos questions et qui vous a permis de mieux comprendre ce sujet qui peut paraître complexe de la transmission. Donc, vous l'avez compris, chaque situation est différente et au quotidien, on a chez Groupama Paris-Val de Loire une équipe de 20 conseillers en gestion de patrimoine qui sont parfaitement formés, qui sont accompagnés de l'ingénierie patrimoniale dont Anne-Lise et Imelda font partie pour étudier et donner des réponses même aux cas les plus complexes. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on sera ravis de répondre à vos questions plus individuelles. Voilà, bon appétit, bonne journée à tous et à très bientôt. Merci à tous. Merci.